Salut à tous les amis de la Rivière Blanche, c'est Willy, et aujourd'hui avec Papy, on va parler d'une notion qui est souvent mal comprise par les joueurs. J'ai décidé d'appeler ça les tirs d'armes. Alors de quoi ça parle? Eh bien suivez-moi. À Seven Days to Die, on pourrait catégoriser toutes les armes, toutes les armures et tous les outils dans 3 catégories, dans 3 tirs différents. Alors voyons maintenant comment les différencier. Le tir A regroupe toutes les armes, tous les objets que l'on peut crafter dès l'entrée de gamme simplement en collectant des ressources. Ces objets se fabriquent, se réparent et se recyclent dans ces mêmes matières. Les objets se différencient alors seulement par la collecte des éléments qu'ils réclament pour être fabriqués. Par exemple, la gamme des fusils à tuyaux fait partie de cette catégorie. Il suffit ainsi de trouver des tuyaux afin de les fabriquer, ainsi que le couteau en os qui demande simplement des ossements. Tous ces objets peuvent être fabriqués simplement en réunissant tous les éléments nécessaires à leur construction. La compétence, elle, n'intervient que pour le niveau de l'objet. Donc pour ces objets, ici, pas besoin ni de recettes, ni de poids de compétences. Vous réunissez les éléments nécessaires et vous fabriquez ces objets. Comme vous allez pouvoir le constater, c'est bel et bien ce qui les différencie des objets du tir 2. En effet, pour pouvoir fabriquer des objets, des armures et des armes du tir 2, il vous faut soit des poids de compétences ou des recettes. De plus, pour pouvoir fabriquer des objets de mêlée ou des outils, il vous faudra du fer forgé. À ce stade, il aurait été tentant de dire que les objets du tir 2 devaient absolument être fabriqués avec du fer forgé. Mais vous allez voir que c'est un peu plus compliqué que ça. Si je décide de fabriquer n'importe quelle arme de mêlée du tir 2, il me faut impérativement une compétence ou une recette. Que ce soit une lance de fer, un poids de fer, une masse en fer, peu importe. Il me faudra aussi du fer forgé car c'est une arme de mêlée. Et comme vous pouvez le constater, si toutes ces armes demandent du fer forgé, elles ne demandent pas de pièces d'armes. Si j'ai bien pris soin de préciser que les armes de mêlée demandaient du fer forgé et pas des pièces d'armes, c'est parce que les armes de tir et de jet, elles, parfois, demandent uniquement des pièces d'armes et pas de fer forgé, comme l'arc en bois. D'autres armes, comme le pistolet par exemple, demanderont les deux. Tant qu'à faire, puisqu'on parle du pistolet, comparons. Un pistolet en tuyau, lui, ne réclame que des tuyaux, pas de compétences et pas de recettes. Un pistolet traditionnel, lui, demande soit une compétence ou soit une recette. Il demande des pièces d'armes et du fer forgé. Il appartient donc bien aux armes de jet du tir 2. Par rapport au tir 1, le tir 2 réclame donc toujours pour ses objets soit des pièces et du fer forgé, mais de toute façon, des poids de compétences ou des recettes. Autre différence notable, tous les objets, les armes et les armures à partir du tir 2 se réparent avec des kits de réparation. Tous les objets que l'on peut trouver à Seven Days to Die se déclinent selon ces tirs. Hache de pierre, hache de fer, hache d'acier, tronçonneuse, lance de pierre, lance de fer, lance d'acier. Mais alors, en quoi le tir 3 est-il différent? Eh bien le tir 3 est différent car il vous faut impérativement soit une recette, soit un livre pour déverrouiller la fabrication des objets. Tout comme les objets du tir 2, les objets du tir 3 ne se réparent qu'à l'aide de kits de réparation. Mais contrairement aux armes de mêlée du tir 2, vous ne pouvez pas les faire fondre dans la forge. Vous n'obtenez pas de fer en les recyclant, mais des pièces d'armes, tout comme les armes de jet et de tir du tir 2. Dès qu'il y a des pièces, vous obtenez 3 pièces d'armes par objet. On peut dès lors différencier des objets comme une AK qui appartient au tir 2, avec du fer forgé, des pièces de mitrailleuse, des poids de compétences ou une recette, avec une M60 du tir 3 que l'on ne peut créer qu'avec un livre, le volume 7 de la collection manuelle des armes automatiques, de l'acier et des pièces d'armes. C'est bien une arme qui appartient au tir 3. À partir de là, vous pouvez ranger chaque objet de Seven Days to Die dans une de ces 3 catégories. Le plastron en cuir par exemple n'a pas de fer forgé, mais il faut une compétence ou une recette pour le créer, et un kit de réparation pour le réparer. Il s'agit bien d'un rang 2. Tout comme le plastron de fer qui lui demande du fer forgé et demande aussi une compétence ou une recette afin d'être créé. Rappelons une dernière fois que les objets du tir 1 comme le plastron rembourré ou le plastron recyclé, eux ne demandent aucun poids de compétence ni aucune recette pour être créés. En comparaison donc d'un objet du tir 3, tel qu'un plastron d'acier, qui lui exigera toujours une recette ou un livre afin d'être créé, ainsi que des pièces d'armure ou d'armes. L'acier, c'est moins sûr. Par exemple, vous avez l'armure militaire.
L'armure militaire, certes, appartient au tier 3. Il faut impérativement des recettes pour créer ces objets. Il faut des pièces d'armure militaire, mais pas d'acier, c'est la fibre militaire qui remplace. Les armes du tier 3 ne se limitent donc pas à des armes en acier. Au début de cet épisode, j'ai expliqué qu'à Seventh Day to Die, les objets se déclinent tout au long de ces 3 tiers. Mais ce n'est pas une règle absolue et ce n'est pas toujours vrai. Par exemple, pour la hache de pierre, il existe au tier 2 l'arrache-clou. Et on sera amené à penser que le pistolet à clous appartient au tier 3. Eh bien non, il appartient au tier 2. Certes, comme tous les objets du tier 2, il faut bien une recette ou une compétence, mais si vous regardez bien les éléments de fabrication, il faut de l'acier. Or généralement, les objets du tier 2 sont faits en fer. En perception, la clé à molette appartient bien au tier 2. Il faut soit une recette ou soit une compétence, et il faut la fabriquer avec du fer forgé. Mais la clé à molette n'a pas d'équivalent au tier 1. Elle a pourtant 2 équivalents au tier 3. Elle a le cliquet qui se fabrique avec seulement une recette, des pièces d'outils en acier et de l'acier forgé, ainsi que la boulonneuse à choc qui suit les mêmes règles. Il faut impérativement la recette, des pièces d'outils motorisées et de l'acier pour fabriquer cet objet. Certaines armes disposent même de plusieurs objets du même tir. Par exemple, le pistolet au tir 3 dispose du Magnum, du SMG et du Desert Vulture qui demandent tous une recette, de l'acier et des pièces d'armes. La matraque quant à elle dispose bien d'une arme tir 1, la matraque en tuyau, ainsi que d'une arme tir 2, la matraque électrique, mais elle n'a pas d'équivalent au tir 3. À cet instant, certains d'entre vous se disent peut-être « c'est bien beau de savoir les classer, mais au final, ça sert à quoi ?» Eh bien en premier lieu, ça sert à savoir choisir la bonne déclinaison de son arme favorite. Car plus on augmente dans les tirs, plus les armes sont consommatrices en endurance, mais plus elles rapportent de ressources quand on récolte. Vous récoltez plus de ressources en abattant un arbre avec une hache en acier qu'avec une hache en pierre. Ce qu'il faut surtout comprendre, c'est qu'une arme d'un tir inférieur au niveau maximum pourra à peine compenser voire dépasser les dégâts d'une arme d'un tir supérieur. Et encore, elle sera inférieure au niveau des attaques puissantes ainsi que des caractéristiques spéciales des armes. Le seul avantage qui restera sera alors le nombre de modes que vous pourrez mettre dessus. Bien sûr, il est évident que toutes les armes, tous les objets, toutes les armures appartenant au tier 3 sont bien au-dessus des autres. Bon, et bien j'espère qu'avec ça, vous saurez au moins quoi prendre en main. Et sur ce, papy vous dit... Oh les mioches, vous me prenez pour un babysitter ou quoi?